juste sur Allende, parce que c'est quand même, j'y avais pensé, en fait, c'était mon dernier exemple, mais j'ai pas eu le temps de finir, parce que c'est le meilleur exemple. C'est un réformiste très honnête et même héroïque. Il finit par se suicider, mais avant, il prend une mitraillette pour tirer sur les assaillants du palais, donc les assaillants à la botte de Pinochet, etc. Bon, c'est quand même quelqu'un, on imagine assez mal Mitterrand faire la même chose, ou, euh, ou Tsipras, bon voilà. Donc c'est quand même d'une autre trempe. Oui, Hollande, je le place même. Pour moi, c'est même pas un réformiste, Hollande. Hollande, c'est un gouvernement bourgeois traditionnel, quoi. C'est pas du réformisme, Hollande. C'est vraiment là du contre-réformisme absolu, quoi. Mélenchon, c'est du réformisme, par exemple. Mais bon. Donc Allende, c'est un très bon exemple parce que c'est un réformiste honnête, même héroïque dans des circonstances dramatiques, et qui en même temps, parce qu'à un moment donné, il a une pratique réformiste du pouvoir, il parvient effectivement au pouvoir par la voie électorale. Moi personnellement, moi, en tout cas de mon point de vue, j'y vois rien à redire en soi. Mais il a une pratique ensuite réformiste du pouvoir qui fait que par exemple, il il se dit il faut avoir confiance dans une partie de l'armée. Il y a une partie de l'armée, même de l'élite de l'armée, qui est progressiste. Et à l'époque, Pinochet passe pour la frange, le représentant de la frange, disons, légaliste de l'armée. Et donc, il le nomme lui-même au gouvernement. Et Pinochet dira quelques années après, mais qu'est-ce qu'il a été con pour y croire, quoi. Bon, et c'est un peu ça. Et il y a ça, et il y a le fait que Pinochet a refusé mordicus de mobiliser la population, qui est pourtant, une partie de la population était très mobilisable, d'armer la population, y compris. Bon, en période difficile, révolutionnaire, c'est ce genre de problème qui se pose, quoi, quasi militaire. Bon, voilà. Donc voilà, moi, à mon avis, il y a ce point quand même qui différencie, pas seulement ici et maintenant, mais au moment où se posent des questions de pouvoir, la pratique, disons, une pratique révolutionnaire du pouvoir, qui est une pratique par nécessité énergique, qui prend des mesures énergiques et même autoritaires, à un certain moment contre la bourgeoisie notamment, contre les classes possédantes, pour leur retirer le pouvoir démentiel dont ils disposent même quand il y a un gouvernement de gauche qui cherche à leur retirer certains privilèges. Mais bon. Et une pratique réformiste qui cherche à grignoter progressivement et qui en fait se fait prendre par le pouvoir, voire se fait détruire physiquement, dans le cas d'Allende par exemple. Alors, il y a deux questions. Est-ce que j'ai le droit d'y répondre? Anarchisme, communisme et bon, et réformisme, révolution. Bon, alors sur anarchisme, je dirais que pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de. Alors, dans le ciel des idées, on va dire, hein, parce qu'après, dans les situations historiques réelles, c'est toujours plus compliqué, mais il n'y a pas de différence fondamentale dans ce que vous dites, dans le mode de gouvernance, disons, post-révolution, entre l'idée anarchiste et l'idée communiste, marxiste. Pour prendre Marx, par exemple, Marx, c'est un fédéraliste. Après la Commune de Paris, on l'oublie souvent, c'est quelqu'un, vous prenez tous les textes politiques de Marx, il défend le fédéralisme comme tous les proudhoniens, etc. C'est quelqu'un qui défend les coopératives, par exemple, parce que c'était la culture du mouvement ouvrier du 19e siècle, tout le monde défendait les coopératives, tout le monde trouvait que c'était très positif. D'ailleurs, c'est lui qui écrit l'adresse de la première internationale sur là-dessus, où il dit les coopératives, c'est très bien, ça démontre la possibilité de faire sans capital, etc. Bon, il trouve ça très bien. Donc, pour moi, en gros, l'après-révolution, je ne pense pas qu'il y a de différence fondamentale entre les anarchistes et les communistes dans la tradition de Marx, disons, pas stalinienne, quoi. Après, il y a la question de la transition. Pas dans le même sens que tu utilises, mais la transition, le processus révolutionnaire en tant que transition, pas l'événement révolutionnaire, c'est le moment où les masses font tomber le pouvoir, mais ce qui s'amorce à partir de cet événement révolutionnaire, c'est-à-dire un processus qui peut durer assez longtemps, dans lequel il y a des forces en lutte, des forces de classe, hein, qui à travers leurs forces politiques, à travers parfois différentes organisations, et qui là se battent pour parfois détruire un gouvernement de gauche, pour reprendre le pouvoir dans le cas de la bourgeoisie, ou pour imposer des réformes dans le sens des intérêts de la majorité de la population. Et là, effectivement, je pense que les révolutions, et je crois que c'est Engels qui le dit, il dit les révolutions sont par nature autoritaires. C'est-à-dire les processus révolutionnaires, dans ce qui se passe dans les processus révolutionnaires, il ne faut pas se leurrer, c'est autoritaire. Pourquoi? Parce que, exemple de la Russie, 17 armées étrangères en Russie pour imposer la victoire de la contre-révolution. C'est ça qui se passe. Et donc, face à une contre-révolution aussi puissante, avec le soutien de 17 pays étrangers qui envoient leurs troupes en Russie, face à une bourgeoisie qui mobilise ses troupes également en Russie, une bourgeoisie russe, hein, et l'aristocratie russe, évidemment, on est obligé de prendre des mesures autoritaires. Et ce que fait Lénine à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale, à mon avis, entre Lénine et Staline de ce point de vue-là, c'est que Lénine prend des mesures qu'à l'époque, il considère comme provisoires, visant à faire face à une situation de guerre
civile. Alors après, évidemment, les bolcheviks ont fait des tas d'erreurs, sans doute, mais bon, à un siècle de distance, c'est vachement facile de le dire. Mais je dirais absolument pas que la voie a été, disons, amenée mécaniquement vers le totalitarisme. Il y a eu, dans le parti bolchevique, il y a eu beaucoup d'oppositions, il y avait une grande variété de positions, il y a eu des luttes internes, des oppositions qui ont été massacrées ensuite par Staline. D'ailleurs, la vraie contre-révolution, c'est la contre-révolution staliniste, où Staline massacre tous les membres, quasiment tous les membres de la direction du parti bolchevique de 1917 à 1921. Pour vous dire que, bon, voilà, le niveau de contre-révolution atteint à ce moment-là. Alors, sur réformisme et révolution, je dirais que, là encore, pour moi, d'abord, faut le mettre en contexte et il faut distinguer ce qui se passe au niveau des individus, parce que vous preniez Jaurès, et ce qui se passe au niveau, disons, des phénomènes historiques. Au niveau des individus, je doute absolument pas que des gens qui sont totalement réformistes peuvent devenir révolutionnaires dans des situations où, en fait, ils sont contraints de le devenir. Jaurès, j'en sais rien. Jaurès, peut-être, s'il n'est pas assassiné en 14, on ne sait pas exactement ce qu'il aurait fait. Est-ce que sa veine pacifiste l'aurait amené à lutter, y compris par des moyens révolutionnaires, avec d'autres, hein, évidemment, contre la boucherie impérialiste de 14-18 ? On ne sait pas. Et beaucoup de gens... Allende, par exemple, aurait pu aussi... moi, je ne dis pas qu'Allende était voué à rester réformiste et à mourir, etc. Bon, il aurait pu basculer. Je pense qu'il y a des basculements qui se font au niveau individuel et au niveau d'une société tout entière. Donc, il n'y a pas, pour moi, une différence absolument tranchée, une étanchéité totale entre les réformistes et les révolutionnaires. Je pense que ça dépend en grande partie du contexte historique. Et pour moi, la différence, elle ne se fait pas sur l'usage de la force. D'ailleurs, les réformistes, parfois, usent de la force très fortement. Tsipras use de la force aujourd'hui contre des mobilisations sociales, par exemple. Il en use du coup de la force, mais du mauvais côté. Donc je ne pense pas que les réformistes, par définition ou par nature, sont contre la force. Des fois, ils en usent contre les masses, contre les classes populaires. L'autre chose... est-ce qu'il n'y a pas des révolutions d'extrême droite ? Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que précisément, il faut lutter pour qu'on n'utilise pas le mot de révolution pour l'extrême droite. Pas parce que ça me dérange qu'on emploie le même terme pour l'extrême droite nazie, par exemple, et l'extrême gauche ou la gauche révolutionnaire. C'est que, fondamentalement, si vous regardez dans les régimes fascistes italiens ou nazis en Allemagne, il n'y a pas de changement de la structure fondamentale de la société. Il n'y a pas de changement de la structure fondamentale de la société, des structures économiques et sociales. Il y a un changement sur le plan politique. Donc, ceux qui gouvernent la société ne sont pas les représentants naturels de la bourgeoisie allemande, mais les nazis et les fascistes italiens font la même chose, même si Mussolini avait une rhétorique anticapitaliste avant d'arriver au pouvoir. Première chose qu'il fait, c'est se mettre dans la poche, et d'ailleurs il parvient au pouvoir grâce aux élites traditionnelles italiennes, et de se mettre dans la poche les capitalistes. Et Hitler fait en grande partie la même chose. Il leur retire leur pouvoir politique, ils gouvernent à leur place, mais ils leur laissent leur pouvoir économique. Donc on reste dans un système capitaliste. Donc pour moi, on ne peut pas l'appeler une révolution. Par contre, on peut l'appeler tout à fait contre-révolution. Contre-révolution parce qu'il va détruire tout ce qui pouvait être des ferments de révolution dans la société allemande et qui était assez puissant, y compris dans le Parti communiste allemand, mais il y avait aussi dans le Parti socialiste allemand des éléments, des franges tout à fait révolutionnaires également. Donc c'est des contre-révolutions. Il faut, à mon avis, vraiment lutter pour qu'on ne maquille pas l'extrême droite dans des termes de révolution et même d'anticapitalisme. Ce ne sont pas des anticapitalistes fondamentalement. Ce sont des nationalistes dont le projet est essentiellement une régénération pour eux des nations et qui passent absolument pas par des mesures anticapitalistes. Mais par contre, effectivement, pour parvenir au pouvoir, ils mettent en avant, ils envoient de la poudre aux yeux en disant on va résoudre les problèmes sociaux de la population, etc. Mais à mon avis, on doit tenir la ligne là-dessus. Le film Demain au sein de mon organisation, ça a soulevé un tollé incroyable. C'est le mouvement politique des objecteurs de croissance, donc on est très politique. Et ce film, il est tellement peu et dit des choses que certains d'entre nous défendent déjà depuis 30 ans. Ça paraissait un peu creux. J'avoue que j'étais de ceux très rares qui le défendaient en disant oui, pour nous qui sommes des militants de vieille date et conscientisés, c'est gnangnan, mais pour les gens qui ne sont pas du tout conscientisés, c'est une petite porte d'entrée. Même si c'est vrai que c'est fait d'une manière que nous n'aimons pas, même si c'est vrai que ça peut donner l'impression à certains que bah, tout va bien, vous savez, ça va s'arranger, il y a des gens qui vont se débrouiller. Non, les expériences telles que vécues dans le film Demain ou que j'ai décrites ici, finalement, permettent
le renversement de l'hégémonie culturelle qui est aujourd'hui ultra dominée par les forces de l'argent. Pendant 35 ans, moi j'ai fait partie du Pesticide Action Network, des gens qui luttaient contre les pesticides. Il y a 35 ans, c'était des naturalistes, des pharmaciens, des biologistes qui, sur base scientifique, s'opposaient à l'utilisation de pesticides pour des raisons environnementales que vous devinez. Mais peu à peu, ils se sont rendus compte, mais qui s'oppose, qui veut à tout prix cette agriculture industrielle? Ils ont découvert les multinationales derrière. Et aujourd'hui, le combat contre les pesticides, tous ces gens-là, c'est contre Bayer et Monsanto, les monstres capitalistes. Donc c'est un moyen de prendre conscience. Ta question est, est-ce que ça va pouvoir changer le système? Je n'en suis pas sûr, j'ai même des profonds doutes, mais on ne risque rien d'essayer en tout cas. Deuxième question, c'est vrai que tous ceux qui sont là-dedans ne sont pas des gens conscients qu'ils ont des fonctionnements anarchistes. Ils ne sont même pas vraiment. En tout cas, il y a une logique anti-autoritaire, ça c'est certain. Les collectifs qui fonctionnent ont des valeurs démocratiques qui parfois sont même tellement grandes que ça en cause une certaine inefficacité. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans le monde politique, j'ai pu constater que les conflits de personnes et de pouvoir au sein de petites organisations étaient parfois bien plus grands qu'au sein du monde politique, parce que c'est humain et la volonté de pouvoir et de puissance est là. C'est vrai que des expériences sont nées, et on parlait ici de la révolution russe, les soviets, c'était des structures, les conseils ouvriers, paysans, des petites structures à la base, mais que peu à peu l'État a reprise. Et c'est la dernière chose que j'ai envie de dire ici. Ceux qui sont vraiment conscients du changement profond qu'il faudrait avoir se méfient quand même très fort de l'État. Et ça peut peut-être nous différencier ici. Notamment au Rojava, ils sont tellement conscients que la structure État en elle-même induit une logique autoritaire qui va à l'encontre des valeurs d'autonomie qui sont celles de ces mouvements-là. Donc il y aura toujours un État, mais minimal, sans être libertarien. Sur la question d'abattre le système, ou d'accepter le système, moi je n'accepte pas le système, moi je le combats. Je ne pense pas que le capitalisme, avec toute sa dimension oppressive, toute sa dimension d'exploitation, tout le racisme, tout le sexisme et tout ce qu'il véhicule, est un système que je peux défendre, auquel je peux adhérer. Donc ça c'est la réalité. Après, je fais quelque part de l'implication dans certains fronts de la guerre culturelle, un moyen de militer, de changer les choses. Et donc, quand je dis ça, je ne réponds pas à la question de savoir si le réformisme peut renverser le système, parce que je suis assez sceptique par rapport à ça. Mais en tout cas, dans une première étape de réappropriation et de reconquête par la gauche de sa capacité offensive, il y a une guerre culturelle à mener qui doit, à mon avis, se faire même en alliance entre les réformistes et les révolutions et les révolutionnaires. Je tiens quand même aussi à préciser que l'antagonisme entre réforme et révolution n'est pas si évident dans l'absolu, parce que même, à la limite, on a parlé de Rosa Luxembourg et de sa polémique avec Bernstein, même Rosa Luxembourg considérait que la réforme sociale pouvait accompagner la révolution et que finalement, les réformes étaient aussi l'expression, la concrétisation du combat révolutionnaire. Donc effectivement, il n'y a pas d'opposition de principe entre les réformes et les révolutions. Et c'est surtout sur la perspective à moyen et long terme et sur la stratégie qu'il y a des divergences. Donc par rapport à ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, et j'avoue ma modestie intellectuelle à ce niveau-là, je ne suis pas sûr qu'en faisant du réformisme, on puisse changer le système, mais je suis sûr qu'en faisant du réformisme, on peut le combattre, et moi, c'est mon option. Après,
ou en tout cas combattre certains aspects qui sont les plus odieux, les plus régressifs. Et donc ça, je pense que ça peut être fait. Justement, par rapport à ça, on parlait tout à l'heure de Jaurès, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et donc, c'était sur la question de doit-on soutenir quand on est révolutionnaire? C'était dans son fameux discours sur les deux méthodes, donc une polémique qu'il a eue avec Gued, qui est moins passée à la postérité que lui, sur le fait de savoir s'il fallait être réformiste ou révolutionnaire. Ce n'est pas exactement ça le débat, mais en tout cas, il y avait en tout cas une part de cette dialectique-là qui était évidente. Et donc, à un moment donné, Jaurès, expliquant sa voix qui était plus réformiste, même si Gued, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, deviendra le plus grand des sociaux chauvins et laissera son caractère révolutionnaire on va dire, sous le tapis. Donc Jaurès dit lorsqu'on soutient un ministère dans une société bourgeoise, même un ministère où il y a un socialiste, il parlait du soutien à Millerand à l'époque, pas Mitterrand, Millerand, cela n'implique pas qu'on ait la naïveté d'attendre de ce ministère et d'aucun ministère bourgeois l'entière justice et l'entière déférence aux intérêts du prolétariat. Nous savons très bien que la société capitaliste est la terre de l'iniquité et que nous ne sortirons de l'iniquité qu'en sortant du capitalisme. Mais nous savons aussi qu'il y a des ennemis plus forcenés dans la société bourgeoise, des adversaires plus haineux et plus violents les uns que les autres. Et lorsque nous soutenons un ministère, ce n'est pas pour ce ministère, c'est contre les autres plus mauvais qui voudraient le remplacer pour vous faire du mal. Alors c'est une injustice meurtrière de nous reprocher les fautes, les erreurs ou les crimes de ceux que nous soutenons que pour empêcher des crimes plus grands. Alors ça, effectivement, c'est une version plus élaborée, plus argumentée, plus romanesque de « sans nous, ce serait pire ». Mais effectivement, je pense que la perspective et la stratégie ne doivent pas, quelque part, conditionner l'engagement. Et donc, pour répondre à cette question de nouveau, je ne suis pas sûr que par la réforme, on change un système, mais on le combat. Et après, sur les questions historiques, est-ce que le fait d'avoir voulu procéder par des réformes ou le fait d'avoir fait la révolution accroît ses chances de succès? L'histoire recèle de plein d'exemples contradictoires. Allende, il avait procédé quelque part par des élections, il avait été élu, il avait eu une majorité dans un parlement bourgeois et il s'est fait éliminer par les classes possédantes, hargneuses comme jamais. La Commune de Paris, c'était une insurrection, le peuple a pris les canons de la bourgeoisie, les canons des Versaillais, et la révolution a été menée, les bourgeois ont été chassés de Paris, et la révolution a été écrasée dans le sang au mois de mai, lors de cette fameuse semaine sanglante. Donc, le fait qu'on choisisse la voie révolutionnaire ou la voie réformiste n'est pas en soi, me semble-t-il, au niveau des expériences historiques et de ma connaissance modeste des expériences historiques, n'est pas en soi quelque chose qui conditionne les chances de succès de politiques de gauche qu'on voudrait, de politiques de gauche, d'émancipation que l'on voudrait ou pas mener. Donc par rapport à ça, moi, j'avoue modestement que je ne prétends pas que je pourrais abattre un jour, moi, avec des autres, le système, mais en tout cas, j'aspire à le combattre et j'aspire aussi à faire en sorte que de toutes les expériences de lutte qui ont été menées, que ce soit au Chili, que ce soit lors de la Commune, on puisse tirer quand même les enseignements pour la suite. Alors juste un point, je vais essayer d'être rapide là-dessus, parce que c'est pas à mon avis central, mais ça me tient à cœur. Je pense pas qu'on puisse dire que les révolutions arabes ont été de simples opérations de déstabilisation avec des buts géopolitiques. Je vais dire quand même une raison qui me semble absolument centrale, c'est pourquoi les puissances occidentales auraient déstabilisé des régimes qui étaient à leur botte. Ben Ali était à la botte de la France et des Américains et Moubarak était financé intégralement, son armée était financée intégralement par les États-Unis. Pourquoi les États-Unis s'amuseraient à déstabiliser le régime égyptien? Non. Et par ailleurs, de manière générale, des situations historiques où des millions de personnes, je dis bien des millions de personnes, c'est pas quelques dizaines de milliers qui font une manifestation, des millions de personnes sont dans la rue, risquent leur vie, comme dans la révolution égyptienne sur la place Tahrir, pour renverser un régime dictatorial. Ça ne peut... Bien sûr que les puissances impérialistes jouent leur rôle et essayent, ils voient quelque chose apparaître, ils se disent comment on va tirer notre épingle du jeu. Des régimes amis sont en train d'être déstabilisés. Par contre, oui, ils essayent après
de réagir par rapport à ça. Ils ont leur politique. Qui imaginerait que les États-Unis n'ont pas leur politique, que la France n'a pas sa politique? Les impérialismes ont toujours leur politique. Mais des mouvements de masse de cette ampleur-là ne sont jamais téléguidés de l'étranger. Si demain il y a une révolution en Belgique avec des millions de personnes dans la rue, ce que je pense, c'est que si cette révolution est défaite, quelques années après, il y aura des gens un peu comme vous qui diront non, mais en fait, c'était une opération de déstabilisation géopolitique de la France pour récupérer la Belgique, etc. Vraiment, hein, je pense que ce type de raisonnement est un produit de la défaite. Vraiment, de se dire c'était un complot. D'ailleurs, la preuve que ça a perdu parce que c'était un complot de toute façon pour déstabiliser ces pays. Après, les situations sont très... Ok, oui. Après, c'est toujours super complexe, mais à mon avis, on devrait jamais, même dans le cas de la Libye et de la Syrie, on ne devrait, surtout dans le cas de la Syrie, on ne devrait pas parler d'une opération. Alors, voilà, c'est très complexe, mais vraiment, même moi, je pense que vous avez eu tendance à dire, pour moi, c'est plutôt une opération de déstabilisation. Pour moi, c'est d'abord un mouvement de masse, et après, effectivement, les puissances impérialistes jouent leur rôle, quoi. Mais vraiment, dans le cas de la Tunisie et l'Égypte, même dans le cas de la Syrie, laissons tomber. Mais je pense que les arguments sont suffisamment parlants. Mais bon. Alors, sur Chavez, moi je ne dirais pas que c'est un révolutionnaire, mais c'est quelqu'un qui, pour le coup, a une politique réformiste tout à fait progressiste qui a permis des vrais acquis sociaux pour les masses populaires au Venezuela. Pourquoi c'est pas un révolutionnaire? Parce que quand on regarde, la bourgeoisie vénézuélienne a conservé les moyens de production et la propriété privée des moyens de production. Si on prend une entreprise centrale dans le système vénézuélien, qui est l'entreprise Sidor, par exemple, elle a été finalement nationalisée, mais au bout d'années de lutte des travailleurs pour la nationalisation, et le régime ne voulait pas de cette nationalisation, ne voulait pas aller plus loin dans la remise en cause de la bourgeoisie, du pouvoir de la bourgeoisie vénézuélienne. Ça n'empêche pas que ce n'est pas une dictature, que j'ai une appréciation personnellement globalement positive, comme disait l'autre, de Chavez, et que évidemment là pour le coup il y a une opération de déstabilisation de la part de l'étranger, de puissances impérialistes, notamment les États-Unis, pour le faire tomber depuis qu'il est parvenu au pouvoir, ça, sans problème. Mais je trouve que ça dit quelque chose, justement, le processus chaviste. Je ne dis pas ça juste pour l'anecdote, c'est que dans le processus chaviste, il y a Chavez qui incarne pour les masses populaires, et notamment celles des quartiers de Caracas. Et il y a un super bouquin qui s'appelle en anglais We Created Chavez. Ça a été traduit en français il y a quelques années chez La Fabrique. Je crois que ça s'appelle La Révolution au Venezuela ou quelque chose comme ça. De quelqu'un qui s'appelle Kicharello Maher, et il montre très bien comment il y a cette dialectique vraiment dans le processus vénézuélien entre les masses populaires qui s'auto-organisent notamment dans les quartiers les plus pauvres, etc., qui créent des espaces d'ailleurs d'autonomie, hein, qui vraiment, par exemple, dégagent les dealers, etc., dégagent les milices, les petites milices de merde qui pourrissent la vie des gens, etc., dégage y compris la police qui faisait des crimes racistes dans ces quartiers, etc., et qui va soutenir, mais de manière assez critique, Chavez. Bon. Voilà, pour moi, justement, ça, le processus vénézuélien, il est super intéressant pour ça, pour cette dialectique entre les mouvements sociaux et ce qui se joue en haut de la société, et la conquête du pouvoir politique, ici par la voie électorale, et ce que ça permet, etc. Et ça a permis, pour le coup, des vrais acquis sociaux qui sont remis en cause maintenant. Alors, les autres points que je voulais évoquer, est-ce qu'il y a une vision partagée des alternatives? Je ne suis pas sûr. Je vais prendre deux exemples. En France, je suis désolé, mes exemples sont plutôt français. Par exemple, entre Mélenchon, qui défend une perspective réformiste, ou même le PC français, sur la question des banques, par exemple, c'est très important, les banques. Si vous ne reprenez pas le pouvoir sur la création monétaire, globalement sur le système bancaire, vous avez peu de chances de mener un changement radical de société. Bon, les réformistes ont tendance à dire, en tout cas en France, il faut une vraie banque publique, dans un système qui en fait reste en partie le même, c'est-à-dire avec des banques privées. Donc il faut renforcer par exemple la banque postale, qui est une banque publique, mais subsisteraient dans ce système toutes les instances privées, donc le Crédit Agricole, donc toutes les banques privées françaises. Bon, à mon avis, sur ce plan-là, pareil, la politique révolutionnaire en la matière, l'alternative, c'est la socialisation intégrale du système bancaire pour détruire les racines de la spéculation financière. Si vous créez une banque publique qui pourra faire de l'investissement, disons, dans des causes tout à fait bonnes, hein, et justes sur le plan écologique, etc., c'est bien. Mais sincèrement, ça ne remettra pas en cause le pouvoir du capital et le capitalisme en lui-même. Idem, par exemple, sur l'école. Je prends cet exemple dans le texte que j'avais fait, c'est sur l'école.
pour moi, il y a une politique réformiste qui consiste à dire il faut démocratiser ce qu'est l'école aujourd'hui, par exemple faire en sorte que plus de gens entrent à l'université. Moi, je suis pour, hein, sur le principe. Mais une politique révolutionnaire, c'est, à mon avis, c'est à la fois, il faut qu'il y ait plus de gens qui puissent rentrer à l'université, faut faire en sorte que les enfants, notamment des classes populaires, puissent poursuivre leur parcours, mais transformer radicalement l'université et le système éducatif. Pas simplement les faire rentrer dans une université qui resterait la même, c'est-à-dire pourrie, avec des pédagogies pourries, avec 300 personnes. Oui, voilà, bon. Le jour où les universités se poseront des questions de pédagogie, il fera beau. Hein. Ouais, qui en sortent effectivement avec des connaissances, avec de l'épanouissement et peut-être avec des diplômes aussi. Bon, mais voilà, donc il faut aussi transformer radicalement les institutions et pas simplement dire il faut que plus de gamins puissent entrer à l'université, par exemple. C'est un bon exemple, à mon avis, voilà, est-ce que simplement on démocratise les bienfaits prétendus de l'école ou est-ce qu'on transforme l'école et effectivement, à ce moment-là, c'est bien d'en faire profiter tout le monde. Bon. Et peut-être dernier plan pour... oui. Sur la confrontation. Ouais. Waouh, mais je voulais éviter les deux questions difficiles, mais bon. Voilà. Non, je déconne, mais sur les confrontations, sur le parti. sur les confrontations, moi. Ah, bon, je te laisserai ça du coup. C'est la question la plus difficile. Mais sur la question de la confrontation, je dirais qu'il y a, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de petite confrontation et je pense qu'il ne faut pas mégoter son plaisir à voir dénoncer des multinationales comme Monsanto, etc. Bon, c'est très bien. Après, évidemment, il faut aussi se poser des questions sur un plan tactique et stratégique sur qu'est-ce qui fait mal au capitalisme. Bon, et il y a d'autres types de confrontations qui ne sont pas du tout contradictoires avec ça. Hein. Mais si on se concentre sur ce type de confrontation avec la classe possédante, c'est-à-dire les dénoncer publiquement avec des films, etc., des reportages, tout ça est très utile. Hein. Mais il y a des moyens de leur faire plus mal, notamment par la grève, je pense. Je trouve que vraiment la grève est un moyen qui est aujourd'hui trop méprisé, alors que précisément, pourquoi un mouvement comme celui de 2010 en France, avec des millions de personnes dans la rue, perd par rapport à un mouvement en France de celui de 95 en décembre qui gagne alors qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue parce que la France est bloquée en 95 parce qu'il y a une grève très forte des cheminots et des transports routiers, etc. Et que plus il n'y a plus de marchandises qui circulent, ils n'en peuvent plus et ils disent au gouvernement bon, on arrête là, la réforme c'est fini. Donc la réforme en 95 elle passe pas, la réforme en 2010 elle passe alors que Sarkozy est au plus bas dans les sondages et qu'il y a 5 millions de personnes dans la rue pendant 2 mois, toutes les semaines. Donc voilà, bon, la manifestation c'est pareil, c'est un moyen de se confronter publiquement, ça manifeste la présence massive des gens dans l'espace public, une certaine réappropriation, etc. Et en même temps, stratégiquement, ça a une certaine faiblesse. Voilà. La grève, à mon avis, est un opérateur stratégique dans la lutte face aux classes possédantes parce qu'ils tiennent leur pouvoir de la propriété, des richesses qu'ils accumulent, etc. Quoi. Et le parti hiérarchisé, moi, d'abord, je pense pas que... Je pense qu'il y a une... On s'est habitué à penser que le problème, c'était le parti en lui-même. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on est le produit d'une histoire. Moi, je suis né dans les années 80. Si vous me parlez du parti, si vous m'aviez parlé du parti il y a à la fin des années 90, le parti avec un grand P, c'est le Parti communiste, qui s'est stalinisé, qui s'est bureaucratisé, qui est devenu une espèce de machine à la solde de l'Union soviétique et plus très révolutionnaire à partir des années 60-70. Bon, évidemment, ça fait pas rêver, c'est bon. Mais bon, à mon avis, le parti est pas un parti ou une organisation, disons, n'est pas voué à être ça. N'est pas voué à nécessairement se bureaucratiser, n'est pas voué à nécessairement ne pas faire fleurir en son sein des formes démocratiques, etc. Donc la question c'est comment on construit des organisations. Je pense qu'on a besoin d'organisations, ça ne suffit pas juste de s'organiser de manière ponctuelle, on a besoin d'organisations syndicales, associatives, politiques. La question c'est à chaque fois dans ces organisations, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles ne se sclérosent pas, pour qu'elles ne se dégénèrent pas dans cette abjection qu'étaient les partis stalinisés et qui ont eu l'effet dont on pâtit encore aujourd'hui de dégoûter des millions de personnes de l'action politique et de l'action politique révolutionnaire vers une autre société, une société socialiste ou une société communiste, etc. Donc, voilà, donc pour moi, la question, c'est plutôt pas tellement la forme parti, c'est pourri, machin, c'est de quel type de parti on a besoin, sous quelle forme, quelle procédure on peut mettre en œuvre pour éviter, pour permettre un contrôle des militants sur la direction, etc. Alors, Roland Pierre, je réponds à 5 questions.
Sur la lutte écologiste, le capitalisme vert, ça, c'est pas de notre côté, c'est le libéralisme qui défend ça. Et il y a 40 ans, André Gorz montrait déjà qu'il y avait des dangers de ce côté-là. C'est un autoritarisme scientiste qui imposerait des comportements à tous les gens. C'est pas ça. Mais au sein du mouvement écologiste, il y a les deux tendances qui sont ici. Les réformistes, il y a 20 ans d'ici, j'ai dit à un certain jeune qui montait, qui s'appelait Jean-Marc Nollet, ce que tu nous proposes, c'est le keynésianisme vert. Il m'a dit oui, on ne l'appellera pas comme ça. Et puis, il y a d'autres manières de fonctionner. C'est celle que moi j'ai choisie qui a fait que je me suis distancé, en tout cas du parti écologiste belge. Et je considère effectivement que les initiatives de transition sont des mouvements de rupture, souvent inspirés d'ailleurs par la pensée écologiste. Donc voilà. Tu me trouves défaitiste dans l'autodéfense, je ne crois pas. J'ai relu le Show de Bruxelles, j'ai relu la revue politique qui, parallèlement à la vôtre, faisait la même chose. Quand je lisais les positions des uns et des autres, finalement, je me disais que j'étais le moins défaitiste de tous. Et que dans ce que je défends, il y a quand même un espoir plus grand que les discours disent il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, mais il n'y a pas le début d'une action. Donc je me considère plus, et même si j'ai des doutes, parce que moi je suis un homme de doute, ce qui fait que je change souvent d'avis, moi je prends l'expression des Espagnols qui disent lucho luego existo, je me bats donc j'existe. Effectivement, même si le combat peut-être sera perdu un jour, je me serais bien amusé en attendant. C'est vrai que les gens des mouvements de transition sont très politiques au sens noble du mot, mais beaucoup sont anti-politiciens. Ça, c'est les politiciens de la sociodémocrate qui n'aiment pas. Vous savez aujourd'hui combien ils sont discrédités, à tort ou à raison, mais en tout cas, il y a un mouvement anti-politicien, mais ils font effectivement de la politique, mise en société, vivre ensemble, c'est vraiment le cœur de leur combat. Se mettre en réseau, dit André, oui, mais je partage aussi ton opinion, on n'a pas le même projet. Et donc on peut parler ensemble, discuter. C'est facile d'ici, derrière la table des écuméniques. Hein, oh, oui, on a le même adversaire, on a des valeurs communes. Mais dès qu'on parle, comment on va faire, même les premières étapes, même pas seulement la société idéale qu'on mettra en place dans 200 ans, mais les premières étapes, tout de suite, ça bloque sur les questions de productivisme, de gratuité, etc. Mais ça n'empêche... On peut s'entendre, parfait. Mais André, tu étais à Modave il y a quelques semaines. Effectivement, mon organisation, les objecteurs de croissance, avec l'association Joseph-Jacques Motte, le bureau d'études du Parti communiste, et les éco-socialistes réformistes, mais écolos et socialistes vraiment, on a passé 2 journées ensemble et on a rapproché nos points de vue. On s'est mutuellement influencés. Mais j'ai pu constater aussi qu'il y a beaucoup de communistes et d'éco-socialistes adoptaient des comportements et des gestes proches de la logique de la transition. Ça m'a fait plaisir. Et donc, on a une vision partagée peut-être, mais on pourra partager certaines choses. Moi, j'avoue que dans le doute où je suis, je crois qu'il est important de soutenir les partis de gauche qui font leur projet sur la réforme, et j'espère que les sociodémocrates, qui ne perdront pas trop de plumes dans les années à venir, permettront au mouvement de la transition d'exister, qu'ils ne saboteront pas, et peut-être même espoir qu'ils le soutiendront, créer des lois qui permettent notamment des formes de coopératives vraiment avec des règles qui sont peut-être mieux en France avec les scopes, donc on n'a pas vraiment ça en Belgique. Ça permet effectivement aux gens de s'auto-organiser. Et la logique insurrectionnelle, moi, elle ne m'est pas étrangère. J'en connais quelques-uns ici avec qui nous avons respiré les mêmes gaz lacrymogènes dans les mois qui précèdent. Donc oui, il y a une urgence écologique et
Oui, aussi, et ce n'est pas une pirouette, les réformes peuvent être radicales. Et donc, par rapport à ça, c'est sûr que le réformisme peut être radical. Et ce qu'il faut mener à bien, et les basculements de notre mode de vie, on va dire, consumériste et productiviste, peuvent s'opérer de différentes manières. Et après, si chacun change radicalement son mode de vie, est-ce que c'est une réforme ou une révolution? En tout cas, ça fait avancer la cause. Donc ça, c'est une question sémantique. Tout comme, enfin, c'est pas qu'une question sémantique, parce qu'il faut des vraies réformes et un changement radical des modes de vie, hein, entendons-nous bien. Tout comme la question de Chavez, et je fais le lien, peut aussi être présentée comme sémantique, parce que finalement, Chavez, il s'est maintenu au pouvoir par plein d'élections, par ce que Lénine appelait le parlementarisme bourgeois, par les institutions existantes, même s'il a fait des formes de structure, il a fait toute une série de choses. Il y avait un processus révolutionnaire, mais on peut dire processus révolutionnaire, comme on peut dire réformisme radical en parlant de Chavez, nonobstant ce qu'on peut penser de son successeur, de ce qui a été mis en place, des critiques qu'on peut avoir. Ça reste un processus révolutionnaire, donc ça me paraît important. Et alors, donc une question intéressante qui avait été posée, c'est le système monétaire européen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, je pense qu'il faut aussi donner le choix aux gens des politiques qui sont menées, leur permettre de se réapproprier la chose politique. Quand le seul choix qui reste pour les travailleurs au niveau européen, c'est soit l'autoritarisme incarné par un Orban, par un Poutine, par un Erdogan, par toute une série de leaders autoritaires et autocratiques qui se mettent en place en Europe et en dehors. Le choix, c'est l'autoritarisme incarné par ces gens-là. Et de l'autre côté, c'est l'autoritarisme désincarné des marchés que la Commission européenne incarne, que toute une série de forces qui sont derrière l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quand le choix entre l'Europe, c'est l'autorité désincarnée de certains Césars qui veulent quelque part asseoir leur pouvoir sur base de leur rapport au peuple, et les marchés qui peuvent asseoir parfois, et on l'a vu avec la Grèce, une tyrannie encore plus implacable que ce que des leaders autoritaires peuvent faire. Évidemment, si c'est ce choix-là, qu'on laisse au peuple, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à une augmentation des populismes et à des Trump et des choses comme ça. Mais, et on parlait des alternatives, et j'en terminerai là. A priori, je sais pas, je vais pas, on peut le faire après, mais je vais pas vous dépeindre mon monde idéal. Mais en termes de processus, si aujourd'hui on arrive à porter en Belgique, comme en France, comme ailleurs, un processus similaire, alors c'est pas Byzance, c'est pas la Révolution, c'est pas le paradis des travailleurs, mais ce qui se passe aujourd'hui au Portugal qui est un pays où il y a une alliance de plusieurs formes de gauche, qui réussit finalement à passer entre les mailles du filet des charognards de la Commission européenne, qui réussit à imposer une politique qui relance la croissance, qui augmente le salaire minimum, qui augmente les pensions, qui introduit une certaine forme de réduction collective du temps de travail. Eh bien, si on réussit à impulser ça en termes de projets de société à défendre, d'actions sur le concret, eh bien, je serais vraiment content. Je considérais que c'est, si pas une victoire définitive, une victoire transitoire, en tout cas une étape qui est franchie. Et j'en terminerai en disant que finalement, si j'en crois les sondages, il y aurait en Wallonie, alors qu'il y a un gouvernement plus à droite qui est allé au pouvoir, il y aurait peut-être en Wallonie un jour moyen d'aller vers une alliance PS Écolo PTB. Peut-être que finalement, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur les partis, l'organisation et toute une série de choses liées à l'histoire, on pourrait peut-être quelque part redonner confiance aux travailleurs. Et pour en finir, je dirais qu'effectivement, même dans ce genre de majorité-là, même dans le genre de majorité de gauche, il faudrait qu'il y ait une mobilisation et qu'il y ait les masses qui puissent quelque part porter le changement, parce que ce n'est pas les partis en tant que tels déconnectés des masses, comme ça a été le cas en Grèce, qui pourront vraiment être un moteur de changement, de transformation ou de réforme de la société. Voilà. Finalement, pourquoi est-ce qu'on oppose ces trois voies? Et elles ont beaucoup de choses en commun, notamment l'envie d'abolir les dominations.
Mais en même temps, à d'autres moments, et notamment sur la fin, je trouve qu'on sentait quand même très très fort les différences qui existent entre les trois voix. Et donc, c'est clair que ce n'était pas en 2h30 qu'on allait régler la question. Je pense que, voilà, après, chacun dans son organisation, chacun dans son engagement, prend ce qu'il a envie de prendre et chemine. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que votre présence aujourd'hui montre que cette question est d'actualité et que face à quasi 40 ans d'échec du mouvement ouvrier, il est plus que temps de se remettre en question. Et en tout cas, voilà, cette soirée y a contribué. Et donc, merci beaucoup à vous tous et à nos 3 intervenants.